LCI a visiblement découvert le secret du réarmement russe. Donc les gars, on ne peut pas laisser passer ça. On est obligé de réagir à ça en live et de faire notre œuvre de salubrité publique quotidienne. Donc voilà, moi je vais réagir en live. Je vais essayer de déconstruire le maximum de mensonges en live. Je compte sur vous dans les commentaires. De toute façon, je lis tous les commentaires. Donc j'attends vos retours. On y va, c'est parti. Si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, un j'aime, un abonnement. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Bon, l'effort de défense russe, il n'est pas exceptionnel pour un pays en guerre. Hein. C'est 6,3% du PIB, ce qui est normal pour un pays en conflit. Ils ont doublé. Sauf que ce qu'il ne dit pas là, c'est qu'un pays en guerre, c'est l'Occident qui dit que la Russie est en guerre. Les Russes, eux, ils se considèrent en opération militaire spéciale. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, leur budget militaire en 2 ans, hein, il était de 62 milliards. Il sera de 130 milliards d'euros en 2025. Donc il y a eu vraiment un gap qui s'est fait au cours de l'année 2024-2025. Mais c'est pas, il faut remettre ça en perspective avec le budget militaire américain qui est de 800 milliards de dollars. 800 milliards, tout ça pour se faire éclater par les Russes qui ne mettaient que 60 milliards. Mais où va l'argent? C'est là que vous voyez que Poutine, il a vraiment fait un bon travail en Russie en matant tous les oligarques. Parce qu'aux États-Unis, 800 milliards dans la défense, mais où va tous les 800 milliards là? Ça va où? Les oligarques qui mangent ça? Pardon. Mais c'est pas du tout la même économie de guerre. D'un côté, on produit des obus, de l'autre côté, on produit de la technologie. Et pour l'instant, on n'a pas. Ah, de l'autre côté, on produit de la technologie. Ah, donc les Russes, ils font les obus, vous, la technologie. Bon, ça vous a emmené où? Ça vous a fait gagner quoi? Ça vous fait perdre? Encore eu finalement cette technologie au contact de l'effort de guerre russe, vraiment en dehors des quelques Storm Shadow, Scalp et de la demi-douzaine, de la dizaine de F-16 qui sont déployés en Ukraine. On n'a pas encore vu en fait. Non, mais vous vous souvenez, à chaque fois, il parlait des armes là comme si c'était un game changer. Oh non, les F-16 arrivent, la guerre va changer. Oh non, les chars arrivent, la guerre va changer. Oh non, ceci arrive. Finalement, vos trucs là, ça arrivé, on n'a même pas vu de différence. Encore pire, tous vos armes là sont arrivées là-bas, vous vous faites quand même éclater. Ah! Le choc en fait entre la technologie occidentale mais on la verra et pas. en fait, on le verra pas. Non, on le verra certainement pas. Voilà, c'est ça, les moyens dont parlait le général, c'est ça. C'est que d'un côté il y a tous les moyens, de l'autre c'était plutôt sur le frein, du côté occidental en tout cas, parce que l'Ukraine. Ah, maintenant du côté occidental, ils étaient sur le frein, c'est ça? Ah, vous avez mis le frein, c'est pour ça que vous vous faites éclater? C'est ça l'excuse que vous sortez? L'excuse du frein? N'importe quoi. Vous êtes tombé sur garçon, comme on dit, c'est tout. C'est ça, c'est tout. Arrêtez de vous voiler la face. Il n'y a pas une histoire de frein, pas de frein. Hein? Vous êtes tombé sur vrai garçon là-bas qui vous montre c'est quoi? Elle s'est donné les moyens de battre avec ce dont elle disposait. Ouais, c'est clair. Alors après, il y a un autre problème. Qu'est-ce qui sait un peu François? C'est le problème de la dépendance aussi à l'économie de guerre et à l'industrie de guerre. Effectivement, c'est le seul truc qui marche bien en Russie. Oui. Qui embauche, etc. Et peut-être que Poutine... Le seul truc qui marche tellement bien qui vous éclate. Donc maintenant, où est le problème? Si c'est ça qui marche, où est-ce que ça vous dérange maintenant? Où est le problème? Poutine est aussi coincé en termes de négociation et de poursuite ou non du conflit, parce que finalement, il n'est pas coincé, c'est lui qui a toutes les cartes en main, c'est lui qui va décider. Comment ça, le gagnant ne peut pas être coincé parce que c'est lui le gagnant? C'est comme si tu me dis dans un combat de boxe, le gagnant n'est pas sûr d'avoir la coupe. Mais tu dis n'importe quoi. C'est celui qui gagne qui va prendre la coupe à la fin. On le sait déjà. Ils ont investi tellement de billes dans l'industrie de défense, ça va être très difficile pour eux de stopper le mouvement. C'est un mouvement qui fait gagner beaucoup d'argent à ses proches. On a parlé des oligarques tout à l'heure, et il y a peut-être énormément de gens autour de Poutine, et Poutine lui-même d'ailleurs, qui ont tout intérêt à poursuivre finalement le conflit d'une manière ou d'une autre pour que cette entreprise, cette industrie de défense continue à tourner à plein régime. Ce qui est un petit peu le cas d'ailleurs aux États-Unis aussi. Hein. Les marchands d'armes américains et les marchands d'aéronautique, notamment les 3 grandes boîtes, Lockheed, Grumman et puis... La différence, c'est qu'en Russie, Poutine a maté les oligarques qui maintenant travaillent au service de l'État russe. Aux États-Unis, l'État est au service des oligarques. Tout le monde le voit, ça.
et puis la troisième RX, en fait, sont aussi dépendantes de la guerre en Ukraine. Donc poussent peut-être et font partie de ce travail de lobby pour... Ce sont des enjeux intéressants. Alors, il faut peut-être rappeler au moins un point, c'est que quand même la Russie était le deuxième exportateur mondial d'armement avant la guerre. Donc déjà, l'exportation de l'armement faisait partie de sa balance commerciale, et peut-être que justement cette surproduction en cas de paix sera utile pour elle pour essayer d'investir les marchés, sachant que le matériel russe était beaucoup moins cher que le matériel américain que les Américains nous vendent. C'est sûr, mais est-ce que oui, il y a des pays qui seront encore demandeurs de ce genre d'armes? Parce que vous l'avez dit, hein, il y a quand même un monde entre ce que peuvent vendre les Américains aujourd'hui. Il y a un monde, mais aujourd'hui, tout le monde a vu que les armes russes sont plus efficaces que les armes américaines, vu que l'Ukraine se fait éclater avec les armes américaines et que c'est la Russie qui l'éclate avec des armes russes. Donc, automatiquement, sur le marché, les gens seront plus attirés par les armes russes qui ont éclaté les armes américaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Et leur haute technologie, et on l'a souvent dit quand même, c'est quand même plutôt rudimentaire. Mais votre haute technologie, là, vous parlez de technologie, ça a fait quoi? Avec votre technologie, on vous tape là-bas. Technologie. Oh. Du côté russe. C'est pas moins cher. C'est beaucoup moins cher. Et puis il y aura peut-être aussi un effet d'échelle avec justement des industries à plein régime. Je n'ai pas entendu dire qu'aux États-Unis, on mettait en place de nouvelles usines de fabrication. On remet en place des lignes de production, on relance des productions, mais ça ne veut pas dire qu'on relance une industrie d'armement au plus grand niveau. Et par contre, quand on voit le prix des matériels, il est certain que même avec l'économie d'échelle américaine, eh ben, c'est quand même toujours beaucoup plus cher que ce que pourront produire les Russes. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Pour donner une idée, hein, effectivement, de l'effort russe, je crois que cette année, ils ont produit 3 millions d'obus et que l'année prochaine, ils vont en produire 4 millions, 1 million de plus. Donc on voit cette puissance. Et d'après les services occidentaux... Et je tiens à préciser que la capacité russe, la Russie est seule. Tous les pays occidentaux ensemble n'arrivent pas à atteindre ne serait-ce que la moitié de la capacité de production de la Russie. On considère que de toute façon, ils peuvent continuer la guerre jusqu'en 2026 sans problème en termes d'approvisionnement militaire, les Russes. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu la croisée des chemins 2026. C'est aussi pour ça, sûrement, que Vladimir Poutine va accepter de négocier. Et d'ailleurs, on voit bien ces bonnes vieilles méthodes du KGB, là, on voit bien qu'ils ont commencé la négociation, hein, les Russes, hein, parce que hier, ils ont dit « Ah ben non, finalement, ça nous va pas ce que vous nous proposez ». C'est une très vieille technique, ça, c'est-à-dire vous commencez à discuter, vous donnez de l'espoir à votre interlocuteur en disant « Oui, oui, on est d'accord pour négocier », puis à un moment, vous dites « Ah ben non ». Et donc, l'autre est déstabilisé. Bah non, là, c'est le vainqueur. C'est pas le perdant qui va imposer ses conditions au vainqueur. C'est le vainqueur, quand il va parler, ce qui ne lui convient pas, il le dit. Et ce qui lui convient, il va le dire. Et c'est lui qui va imposer ses conditions. Parce que c'est toujours le gagnant qui donne ses conditions. Vous n'allez pas réinventer les règles. Aujourd'hui, quand je dis vous, je parle des Occidentaux, en voulant faire en sorte que ce soit le vaincu, celui qu'on a bien frappé, qui va l'imposer ses règles au vainqueur. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Et comme il croit qu'il va réussir justement la négociation, il vous court après en disant non, non, mais attends, alors mais qu'est-ce que tu veux en plus, etc. De la même manière... Dans tous les cas, que vous le vouliez ou pas, les négociations seront en faveur de la Russie. Que vous le vouliez ou pas. Ça, c'est un truc, il faudra que vous vous y fassiez. Le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a dit il y a quelques jours « Ah non, mais nous, les Français, ils nous ont proposé de négocier directement sans inclure les Ukrainiens dans la discussion. » Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, maintenant, entre Lavrov et entre les Français, c'est qui qu'on va croire d'après vous? Sur le plan international, la parole de qui a le plus de crédit aujourd'hui, sachant qu'on sait que la Russie a toujours, elle, tenu ses engagements, alors que la France, par exemple, a avoué à la télévision avoir signé des accords dans le but de ne pas les respecter et dans le but de permettre à l'Ukraine de s'armer pour mieux aller en guerre derrière. C'est M. Hollande qui l'a dit, c'est Mme Merkel qui l'a dit. La parole occidentale sur le plan international a perdu tout crédit. On ne peut plus croire ce que les officines occidentales disent parce qu'on a vu qu'il y a trop de double sens et trop de mensonges là-bas. Ça aussi, c'est une bonne vieille technique de négociation, c'est mettre un coin entre la France et l'Ukraine, alors qu'Emmanuel Macron fait tout pour apparaître comme le plus grand soutien de Volodymyr Zelensky, qu'il a réussi même à faire rencontrer Donald Trump à Volodymyr Zelensky. Donc on voit que les Russes sont déjà dans la négociation, et on sait aussi qu'il y a des contacts bien plus discrets, va-t-on dire, entre les Américains et les Russes. Donc ils ont aussi intérêt quand même, les Russes, à un moment, à entrer dans cette négociation, parce que jusqu'en 2026, ils pourront tenir sans problème, mais après ça risque d'être difficile pour eux. Mais dans tout... Ah bah jusqu'en 2026, pardon, ça nous laisse encore bien un an. Est-ce que l'Occident
et l'Ukraine va avoir la capacité de tenir comme ça jusqu'en 2026. Et puis bon, la Russie derrière n'a pas encore fait appel à tous ses alliés. Donc si après 2026 ça devient difficile, elle peut appeler toujours tous ses alliés. Parce que ce que vous ne dites pas, c'est que dans ce conflit, tout le bloc occidental, une quarantaine de pays est derrière l'Ukraine. Mais la Russie a fait appel à qui? Allez, quelques obus fournis par la Corée du Nord, quelques obus fournis par l'Iran. Mais il reste encore plein d'alliés derrière. Mais maintenant, si elle fait, à partir de 2026, appel à tous ses alliés, qu'est-ce qui va se passer? Et la balance va pencher. Vous ne voyez pas que là, vous voyez pas que si demain on rentre en troisième guerre mondiale, là, l'Occident ne peut pas gagner. C'est le bloc d'en face qui va gagner. L'Occident va bien se faire frapper. Parce qu'on voit déjà comment la Russie frappe l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Guerre mondiale, là, c'est qui gagne? Ah. Dans tout ce réarmement, cette nouvelle organisation militaire, est-ce qu'il n'y a pas un homme derrière? Parce qu'il y a un nouveau ministre de la Défense depuis quelques mois. Cet homme, c'est Belousov. Est-ce que c'est lui qui est derrière tout ça? Économiste. Effectivement, est un économiste. Effectivement, c'est un gestionnaire. C'est quelqu'un qui sait compter. Non, je pense que celui qui donne l'impulsion, c'est Poutine lui-même. Mais il n'y a pas eu un changement depuis Shoigu, qui était un homme, pas du passé évidemment, mais qui avait des méthodes un peu plus vieilles. Alors Shoigu, c'est un homme d'affaires. Ouais. Alors justement, ses liens avec les oligarques, il est très copain avec la plupart d'entre eux. Il était très copain avec Prigojine aussi, hein, parce que c'est quelqu'un d'assez chaleureux, qui aime bien aller jouer au foot avec ses copains, au hockey. Il distribue les cadeaux, il est assez généreux. C'est un bon camarade, Shoigu. Voilà, c'est le bon camarade avec lequel on aime bien aller faire la fête, rigoler et même passer des vacances. D'ailleurs, Poutine va passer ses vacances avec Shoigu. Bon, Belousov, c'est pas exactement c'est un technocrate, Belousov, donc c'est pas vraiment le même profil. Alors effectivement, c'est peut-être le bon profil pour gérer l'économie de guerre. Avec peut-être de Magali. Et la sortie quand même, il a fait un petit nettoyage quand même parmi tous les officiers supérieurs et généraux pour corruption. Et lui, il a la réputation d'être intègre. Ça change un petit peu par rapport à tout ce qu'on entend depuis 3 ans. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qui s'est raconté sur ce plateau-là? J'attends vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un abonnement. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Héritier Bateke.